Le ministre de la Défense ukrainienne vient de démissionner. Mesdames et messieurs, il semblerait que le compte à rebours est lancé à Kiev dans le gouvernement de monsieur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Apparemment, c'est une question d'heure ou de jours. Ça commence à s'effriter de partout. On se souvient qu'il y a quelques jours, le président russe avait demandé l'évacuation de Kiev. Aujourd'hui, à la surprise générale, on nous annonce la démission du ministre de la Défense ukrainienne. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On sait tout de même qu'on est déjà habitué que lorsqu'il y a des démissions pareilles, le président ukrainien fait l'effort de nommer à la vite fait un autre. Mais là, depuis le début du conflit, on n'a jamais eu affaire à la démission du ministre de la Défense. On pouvait parler encore du ministre des Affaires étrangères, de l'économie et tout. Mais là, il est question de la défense du pays, d'un pays qui est en conflit. Et la défection à ce stade du ministre de la Défense en dit long. Ce qui est sûr et clair, ce n'est qu'une question d'heure et de jours. On saurait davantage sur ce qui est en train réellement de se cramer. On n'oublie pas que Vladimir Poutine avait demandé une évacuation complète et sans délai des diplomates des pays étrangers et des personnalités importantes de la capitale ukrainienne. Et là, on nous annonce la démission du ministre de la Défense. Les lignes commencent à bouger et tic-tac, ce n'est qu'une question d'heure ou de jour. On saura la suite des événements. La base militaire US au Koweït est censée réputée être la plus protégée. A été débordée cette nuit par des salves de missiles iraniens qui ont complètement pulvérisé la base. Et observez l'étendue des dégâts. Les vagues d'attaques iraniennes se sont concentrées spécialement hier à la base US du Koweït parce qu'elle est réputée être la base qui envoie plus d'attaques sur le sol iranien. Et l'Iran adopte désormais une stratégie, ne plus tirer à tout vent, mais se concentrer uniquement sur chacune des bases jusqu'à destruction totale. Mesdames et messieurs, on viendra nous dire qu'il n'y a pas de bilan humain. Ça, on vous l'accepte, c'est déjà le narratif. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les répliques iraniennes sont de plus en plus chirurgicales? Et une question demeure. Que sont devenus les 1000 missiles de Donald Trump pointés, dit-il, sur l'Iran? Étaient-ce des missiles nucléaires ou alors c'était des simples missiles? Mais ce qui est sûr, ces menaces n'ont pas semblé faire peur à l'Iran, qui a désormais acté méthodiquement de cibler chacune des bases. À rappel, l'Iran avait demandé un démantèlement sans condition de toutes les bases américaines au Moyen-Orient, chose qu'ils ont donné une fin de non-recevoir. Mais, semble-t-il, l'Iran a décidé lui-même à sa manière de démanteler chacune des bases américaines. Et là, ça fait de plus en plus mal. Est-ce que l'Union européenne a donné le quitus aux mobilisations forcées en Ukraine? Ce n'est qu'une question. Donc, mesdames et messieurs, l'Union européenne a prolongé l'accueil des réfugiés ukrainiens sur le territoire de l'Union européenne jusqu'en 2028. Mais les interrogations continuent d'être suscitées parce qu'avec toutes ces images des mobilisations forcées du TCC ukrainien, et on revient à se demander si ces images sont passées inaperçues, si l'Union européenne n'a pas trouvé aussi de s'attarder pour cela. Des mobilisations forcées, parce qu'on dit qu'ils vont accueillir les réfugiés ukrainiens jusqu'en 2028, mais sauf les hommes mobilisables pour la guerre. Chose qu'on ne précise pas, l'âge de mobilisation, etc. Donc, voilà donc notre Union européenne qui pense ce texte et qui va nettement laisser la place aux interprétations et aux spéculations. Parce que là, rien n'est précisé. On nous dit, sauf aux hommes mobilisables. Et entre-temps, quand ils se sont réunis, ils n'ont pas jugé utile d'aborder la question des mobilisations forcées qui commence à faire une grogne intéressante en Ukraine. Donc, la question est reformulée. Est-ce que les mobilisations forcées en Ukraine reçoivent finalement par ce test un quitus de la part de l'Union européenne?
À vos claviers. L'Iran menace désormais de détruire toutes les voies d'exportation régionales alternatives de pétrole et de gaz si le blocus américain sur ses exportations d'énergie se poursuit. Plus aucune goutte de pétrole et de gaz ne quitterait la zone, et tout navire considéré comme hostile tentant de traverser le détroit sans l'autorisation de l'Iran serait pulvérisé. On parle quand même de plus de 20% du pétrole mondial qui transite par là. En gros, les Iraniens adressent un message clair aux États-Unis et aux pays de la région qui ont transformé leur territoire en base militaire pour mener des opérations contre l'Iran. Soit tout le monde peut exporter son pétrole et son gaz, et tout le monde est content. Soit personne ne le pourra, et la situation restera bloquée ainsi. Et si tout s'arrête? Le prix du pétrole exploserait. Essence, diesel, plastique, transport, chauffage, tout deviendrait beaucoup plus cher. Le monde entier, surtout l'Europe, l'Asie et l'Inde, seront touchés et la Russie se frotterait les mains. Est-ce que vous vous rendez compte que, malgré la présence de 2 porte-avions américains, de grands navires amphibies, plus de 20 navires de guerre, de petits bâtiments rapides, des avions de combat, des avions de surveillance, des avions ravitailleurs pour les opérations en vol, des drones, plusieurs milliers de Marines déployés, des soldats de l'armée, des forces spéciales, environ 40 000 militaires américains dans la région, des systèmes de défense antimissiles repartis dans la zone, des bases militaires et un soutien de pays voisins, les États-Unis n'ont pas réussi à maintenir ouvert le détroit d'Ormuz qui a toujours été ouvert. Le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei, très intelligent, il a eu raison de rester discret, comme d'hab. Les Iraniens savaient que Trump ne respecterait aucune règle. Au fond, qui a réellement vu plusieurs fois le guide suprême iranien en public ces 20 dernières années? Combien connaissaient seulement son existence et son parcours? Mojtaba est connu pour son profit très bas. Pendant des décennies, il ne donnait pas de discours public, peut-être pas de sermon du vendredi, pas de conférence. Beaucoup d'Iraniens n'avaient même jamais entendu sa voix. Il opérait principalement dans l'ombre. Il évitait délibérément la lumière publique contrairement à d'autres figures du gouvernement. Avant même la mort de son père, il cultivait l'invisibilité comme une arme. Il filtrait les accès, gérait les dossiers sensibles et coordonnait des réseaux parallèles. Même au pouvoir, il continue à diriger dans l'ombre. Personne en Occident ne sait où il se trouve. Dès le début des négociations, l'Iran s'est montré ferme dans ses décisions. Il n'a jamais fait confiance aux États-Unis et s'est déclaré prêt à reprendre la guerre à tout moment. Aujourd'hui, l'Iran a totalement fermé le détroit d'Ormuz et détruit tout navire qui tente de le traverser sans son autorisation. Dans le même temps, les entreprises internationales de transport maritime et d'assurance refusent de suivre les demandes américaines de passage. Les frappes iraniennes contre les bases américaines se poursuivent, tandis qu'une nouvelle flambée des prix touche les marchés mondiaux. Trump, qui répétait que le nouveau guide suprême était très intelligent et moins radical, affirme désormais qu'il est très mauvais et très radical. Mais vous savez, une guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait presque jamais quand elle se termine. Le président Trump ne sait plus comment en sortir. Il peut continuer à bombarder le sud de l'Iran et à s'épuiser militairement face à la Chine. Mais le détroit d'Ormuz restera fermé et l'économie mondiale continuera d'en subir les conséquences. C'est ça l'enjeu et c'est ça le sujet. Le président Trump fait marche arrière. Il renonce à son projet de taxe de 20% sur les navires passant par le détroit d'Ormuz. À la place, il affirme vouloir privilégier les investissements et les contrats commerciaux avec les États du Golfe. Trump a détruit toute la légitimité, la crédibilité dont les États-Unis peuvent se prévaloir. Il a détruit l'image de l'Amérique sur la scène internationale. Pendant ce temps, Trump, qui affirmait encore hier que le détroit était totalement libre, ouvert et que l'Iran ne disposait plus de marine, a vu aujourd'hui 3 pétroliers attaqués près du détroit d'Ormuz. Les 3 navires ont été touchés dans les eaux omanaises à proximité du détroit, certains par des missiles de croisière attribués à l'Iran. Depuis des mois, le président Trump tente de contraindre l'Iran à rouvrir totalement le détroit d'Ormuz. Il mène des frappes, impose un blocus naval, des négociations, menace de détruire l'Iran. Mais aucune de ces méthodes n'a permis d'obtenir une réouverture complète du détroit. Trump affirme aujourd'hui que le pétrole circule normalement et que le passage est libre, alors qu'aucun navire ne traverse sans l'autorisation de l'Iran. Le président Trump est-il conscient que l'Iran se prépare à ce type de conflit asymétrique depuis des décennies? L'Iran est en train de démontrer à Trump pourquoi,
Aucun président américain depuis Ronald Reagan n'a choisi de s'engager dans un conflit de cette ampleur avec Téhéran. A-t-il oublié que les gardiens de la révolution disposent de capacités leur permettant de perturber gravement le trafic maritime dans les deux détroits, de s'en prendre aux câbles sous-marins et de cibler des intérêts américains bien au-delà de la région? Depuis la soirée d'hier, 14 juillet 2026, les États-Unis d'Amérique ont repris de la plus belle des manières leur frappe sur l'Iran. Des sites iraniens sont visés. En cet après-midi de ce 15 juillet 2026, une quatrième vague de frappe américaine s'est déversée sur les côtes iraniennes. Mais pendant ce temps, l'Iran n'est pas en train de dormir. L'Iran aussi à son tour est en train de frapper. Les dégâts sont énormes. Jusqu'à ce que certains observateurs se posent la question et mettent même en titre, je voulais dire, les défenses américaines sont sous pression. Évidemment que oui, c'est le titre qu'ils sont en train d'utiliser et la réponse est oui. Les défenses américaines sont sous pression, les défenses iraniennes aussi sont sous pression. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y a même eu des cas de mort du côté des soldats iraniens. Ce qui change complètement la lecture de la situation, puisque ces derniers jours, il n'y avait pas de cas de mort. C'était des frappes. Et les dégâts étaient mineurs. Mais cette fois-ci, il y a des cas de mort. Alors, selon l'information, les forces américaines ont lancé une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, tout en rétablissant le blocus maritime autour des ports iraniens. Donc, le blocus maritime a été rétabli contre les ports iraniens. En ce qui concerne toujours le fameux détroit d'Ormuz, un détroit sur lequel le contentieux réel, les enjeux réels de l'actuelle confrontation est en train de tourner, ce détroit est toujours sous contrôle iranien. Et la preuve, c'est que un navire cargo étranger a été frappé par les gardiens de la révolution à Ormuz. Depuis hier soir, ce cargo est en train de couler. Oui, ça descend dans les fins fonds de la mer. C'est en train de couler. Et il faut donc dire que l'Amérique a rétabli le blocus au niveau des ports. Ça veut dire que l'accord qui était entre ces deux, l'accord est mort à jamais. En tout cas, c'est parti, c'est terminé. Même si Donald Trump a dit que bon, les frappes actuelles ne seront que des frappes ponctuelles, c'est-à-dire des frappes qui ne vont pas durer longtemps, juste pour régler une petite situation rapide, même si Donald Trump l'a dit. Mais ce que nous constatons sur le terrain, ça montre que cette guerre risque de prendre beaucoup plus de temps que Washington ne l'a prévu. Et ainsi donc, il faut dire que l'information du rétablissement du blocus maritime autour des ports iraniens a été annoncée par le CENTCOM. C'est le CENTCOM, le centre de commandement américain au Moyen-Orient, qui a fait l'annonce. Alors, l'opération qui a duré environ 7 heures, l'Amérique a frappé l'Iran pendant 7 heures. 7 heures de bombardement. Cette opération a visé des dizaines de cibles militaires à travers l'Iran, notamment des systèmes de défense aérienne, des sites de missiles et de drones, et des capacités navales, des installations côtières. C'est-à-dire les mêmes types de cibles que Washington visait les précédents jours. Mais cette fois-ci, Washington a visé pendant 7 heures du temps. Ils n'ont fait que frapper, frapper, frapper. Alors, on espère que Washington, en lançant cette frappe de très grande envergure, avait pour objectif de finir une fois pour toutes avec la situation. Alors c'est pourquoi ils ont frappé proprement. On va dire donc que Donald Trump a maintenu sa promesse puisqu'il a dit que l'Iran allait être frappé comme du jamais vu. Il avait dit lundi soir et mardi toute la journée. Ben, curieusement, c'est mardi soir que ça a commencé jusqu'au mercredi petit matin. Mais ça fait quel type de dégâts? C'est ça la question. Est-ce que ça fait de grands dégâts? Il y a eu évidemment des soldats qui ont été tués. Oui, des soldats iraniens. Mais l'ampleur des dégâts, est-ce qu'ils ont pu atteindre leur cible? Les installations qui ont été visées, est-ce qu'ils ont atteint? Voici la question qui se pose d'abord. Oui. Bon. Parallèlement, l'Iran a continué à bombarder proprement
les différents territoires dans le Moyen-Orient, dans le Golfe Persique. Et donc, nous allons voir ce détail très important. Est-ce que l'Amérique a réussi? Et si l'Amérique n'a pas réussi à détruire les cibles visées, quelle va être la suite du conflit? Et si l'Amérique a réussi, quelle va aussi être la suite du conflit? Donc, l'opération en question, et au cours de cette opération, Washington affirme que ses frappes visent à détruire la capacité de Téhéran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. C'est ce que le CENTCOM a dit. Donc c'est l'objectif des frappes qui a été affiché. Mais jusque-là, pas un seul mot sur les résultats. Pas un seul mot. Donc cette nouvelle offensive marque une nouvelle escalade dans la confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran, alors que les échanges de frappes se poursuivent et que les tensions régionales continuent de s'intensifier. Donc, voici, n'est-ce pas, l'information pour le moment disponible autour de ces 7 heures de frappe que l'Amérique a exercées sur l'Iran. Mais, pour le moment, on ne voit pas de communiqué de la part du CENTCOM qui affirme que c'est bon, tout est détruit et que les navires peuvent circuler librement et qu'ils ont pris le contrôle du détroit d'Ormuz. Pour le moment, il n'y a pas un tel communiqué. Ça veut dire que peut-être les opérations sont toujours en cours, puisque ils ont listé beaucoup de cibles. Et ça veut dire que si les opérations sont toujours en cours, cela signifie que l'Iran est en train de résister fortement. Et si la résistance iranienne est en train de se poursuivre, malgré 7 heures de bombardement américain, ça veut dire que l'Iran a une portion de victoire. Nous connaissons les États-Unis d'Amérique. Nous savons les types d'armes que l'Amérique dispose. Ne serait-ce que 20 minutes de frappe, cela équivaut à plus de 10 ans de frappe de certains pays. L'Amérique a les moyens qu'il faut et les missiles et drones qui sont utilisés par l'Amérique sont d'une puissance inimaginable. Maintenant, si l'Amérique consacre 7 heures du temps en train de frapper, ça veut dire que la cible que l'Amérique frappe pendant 7 heures du temps, cette cible serait rendue en simple poussière. Ça, c'est très clair. Ça veut dire que la cible est devenue une poussière, carrément. Mais comment comprendre alors que la cible soit transformée en cendre et que les Iraniens continuent de puiser dans cette même cible, utiliser ces mêmes cibles pour frapper les alliés de Washington dans le Golfe? Question. Donc, ce qui reste clair, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Ce qui reste clair, c'est que le combat est en train de continuer. Mais le combat est encore devenu très rude, très dur. Très, très dur. Oui. Parce que l'Iran est en train de résister. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Et puis, désolé pour le retard, il pleut beaucoup ces derniers temps. Il pleut beaucoup. Donc, ce n'est pas du tout facile. Quand il pleut, ça fait beaucoup de bruit. Et puis, la voix passe difficilement. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec, bien sûr, de nouvelles actualités. Plusieurs analystes occidentaux, plusieurs journalistes occidentaux eux-mêmes sont presque tous unanimes sur le fait que les attaques massives américaines contre l'Iran manquent de stratégie. C'est sur ça qu'ils sont d'accord. L'Amérique frappe beaucoup l'Iran, plusieurs cibles, mais au fond, il y a un manque criard de stratégie. Ce qui fait que les résultats souhaités ne sont pas là. Lorsque vous voyez des journalistes occidentaux qui soutiennent le camp occidental dénoncer un manque de stratégie du côté de l'armée américaine, c'est parce que ça ne va vraiment pas. C'est une manière d'alerter l'armée américaine et dire à l'armée américaine, arrêtez de vous tromper vous-même. Sinon, vous savez, dans la rhétorique des médias occidentaux, c'est toujours de soutenir les États-Unis, même lorsqu'ils n'ont pas raison. Mais le degré est tellement élevé, les conséquences sont tellement visibles et palpables que les journalistes aussi, c'est leur manière à eux d'aider l'armée américaine. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas spécialistes militaires, mais ils comprennent
les erreurs de l'armée américaine, la défaillance. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis frappent et frappent encore l'Iran. Plus de 80 cibles lors d'une première vague récente, environ 90 cibles lors d'une autre, et pas plus tard qu'hier nuit, je voulais dire, 140 cibles. Donc, près de 300 cibles iraniennes ont été touchées. Et l'annonce a été faite. 140 cibles en une seule journée. L'annonce a été faite par le CENTCOM. Mais, lors des frappes, Washington vise des radars, des systèmes de défense aérienne, des capacités de missiles, des drones et des infrastructures navales. Le CENTCOM présente même ces opérations comme une réponse aux attaques iraniennes. Mais malgré cette accumulation de frappes, les affrontements se poursuivent et l'Iran élargit les ripostes contre les sites liés aux forces américaines dans le Golfe. Ce que j'ai toujours dit ici, c'est sur cela que les journalistes occidentaux sont en train de revenir. L'Amérique frappe massivement plusieurs cibles visées. Tu entends, on a détruit les capacités de lancement des missiles iraniens. On a détruit telle plateforme. Mais dès qu'ils finissent l'annonce, l'Iran reprend les frappes de la plus belle des manières. Et ça crée le tohu-bohu dans les États alliés de Washington. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi les journalistes occidentaux, les analystes occidentaux disent que l'armée américaine dans ses frappes manque de stratégie. En tout cas, il y a quelque chose qui manque. La question qu'on se pose, donc, elle est celle de savoir pourquoi les attaques américaines donnent l'impression d'une campagne sans stratégie claire. Pourquoi? Ils sont dans une campagne, mais il n'y a pas de résultat clair. Alors, le premier élément de réponse, c'est que Washington frappe en réaction aux initiatives iraniennes, selon Washington. Et Washington frappe. Et quand un navire est attaqué, frappé, Washington frappe. Donc, pendant les frappes, Washington dit viser des radars, etc. Mais est-ce que dans les viseurs de Washington, Washington voit ces radars? On a comme l'impression que Washington tire dans le hasard. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que les yeux de Washington sont brisés dans le Moyen-Orient. Figurez-vous qu'au tout début du conflit qui a démarré le 28 février 2026, juste après 2 semaines, le plus grand radar américain dans le Golfe Persique, un géant radar qu'on appelait les yeux de Washington dans le Moyen-Orient, c'était une grande machine qui était installée, je crois, je ne sais pas c'était dans quel pays là, au Qatar, oui au Qatar. Les Iraniens ont détruit ça. Ils ont commencé par cibler et détruire. À l'époque, nous avons fait une conférence ici où je vous ai dit que là, c'est terminé pour Washington. Et Washington était devenu aveugle en ce moment jusqu'à ce qu'on a vu le Royaume-Uni envoyer un avion de surveillance qui permettait de pouvoir collecter des données, qui permettait de jouer le rôle de ce radar. Or, ces avions ne peuvent pas jouer à 100% le rôle de ce radar. C'est peut-être à 5% ou 10%. Même Paris avait à l'époque envoyé des avions de surveillance pour aider Washington. Donc c'est par là que ça commence. Nous parlons de la guerre aérienne. Pour bien viser une cible et procéder à une frappe chirurgicale, il faut avoir toutes les données de géolocalisation. Mais les appareils, les machines, les armes qui aident l'Amérique à mieux cibler, l'Iran a eu à détruire. C'est pourquoi les frappes américaines sont comme des frappes en désordre. Ça tombe n'importe où. Et la solution trouvée, Washington utilise les avions de chasse. Mais les avions de chasse partent, ils restent à distance pour lancer. Donc, ces avions partent juste dans la zone, restent à distance, frapper. Ça n'arrive pas. Ça n'atteint presque rien. Alors, il faut dire, le fait que Washington frappe, quand Washington frappe,
l'Iran aussi continue de menacer. C'est un rythme qui donne l'image d'une puissance qui répond aux événements au lieu de son propre calendrier stratégique. Parce que l'Iran a frappé un navire, eux aussi ils vont frapper. Donc le deuxième élément c'est ça, ils n'ont pas leur propre calendrier de guerre au Moyen-Orient. Et donc, toujours dans le deuxième élément de réponse, le nombre de cibles augmente, mais l'objectif final reste difficile à identifier. 80 cibles, 90 cibles, 140 cibles. Militairement, c'est un volume qui est très impressionnant. Mais stratégiquement, quel est le point d'arrivée? Qu'est-ce que Washington a concrètement? Washington n'arrive pas à détruire les capacités iraniennes. Washington n'arrive pas à libérer le détroit d'Ormuz. Washington n'arrive pas à contraindre l'Iran à négocier. Washington n'empêche pas non plus les bases ou les attaques, j'allais dire, contre les bases américaines. Le régime iranien, l'Amérique n'arrive pas à l'affaiblir durablement. Donc, aucun résultat clair. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'Amérique manque de stratégie. Et la dernière question qui se pose, c'est est-ce que l'Iran est en train d'imposer progressivement son rythme sur le terrain? Est-ce que l'Iran est en train d'imposer sa loi? On va dire oui. La réponse est oui, pour l'instant. Parce que Téhéran est en train d'obliger Washington à disperser ses forces. Washington n'arrive pas à atteindre ses objectifs militaires, mais aussi et surtout, l'Iran pousse Washington à se replier, à diversifier ses forces. L'Iran frappe du côté du Koweït, Bahreïn, Oman, Jordanie, et puis le cœur même du problème est toujours au détroit d'Ormuz. Donc, en termes clairs, la stratégie américaine ne marche pas. Ils devront donc revoir. Mais pendant qu'ils sont en train de revoir, l'Iran est en train d'avancer. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens avec de nouvelles informations. C'est très chaud sur l'armée américaine du côté du Moyen-Orient. C'est très très chaud. Tellement que la pression iranienne devient très forte sur l'armée américaine. L'armée américaine a décidé d'utiliser une nouvelle arme. C'est-à-dire, c'est un nouveau type d'arme que l'armée américaine n'a jamais utilisé au Moyen-Orient. Jamais utilisé. Mais c'est cette nuit, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2026, que l'Amérique a décidé d'utiliser cette arme. Personne ne s'attendait à son utilisation. Et cette arme, c'est quoi? Il faut dire que ce sont des drones maritimes d'attaque Corsair. Drones maritimes d'attaque Corsair. Notez-le. Alors, il est indiqué clairement que c'est la toute première fois qu'elle l'utilise. Et dans la nuit du 12 au 13 juillet 2026, ce sont 3 drones maritimes d'attaque Corsair qui ont frappé une installation de maintenance de sous-marins et de navires sur la base navale Bandar Abbas. C'est une base navale stratégique qui est d'une importance capitale pour l'Iran. Pour ceux qui me suivent régulièrement, même hier, en journée, Washington avait frappé encore cette base navale. Selon le CENTCOM, il s'agit de la première utilisation connue des drones maritimes américains dans une opération de combat. C'est le CENTCOM qui parle. C'est la première utilisation connue de drones maritimes américains dans une opération de combat. Cela déjà montre que le niveau a atteint un seuil impardonnable. C'est pourquoi l'Amérique utilise pour la première fois dans ses combats ce type de drone maritime. Alors, posons-nous la question très simple. Pourquoi Washington introduit cette nouvelle arme précisément maintenant? Et cette première attaque, est-ce que c'est une nouvelle méthode américaine pour affronter l'Iran autour du détroit d'Ormuz? Mais prenons la première question. Pourquoi les États-Unis ont choisi les drones maritimes pour frapper Bandar Abbas?
Pourquoi? Vous pouvez sembler déjà avoir la réponse, mais non. Il y a un détail très important qui change la donne complètement. Voyez-vous, et frappé par le même espace que Washington cherche à sécuriser. C'est-à-dire quoi concrètement? Washington a utilisé régulièrement des types de drones habituels, des types de missiles habituels pour frapper Bandar Abbas. Mais Bandar Abbas n'a jamais cédé. Ils n'ont jamais réussi leur coup. Et Bandar Abbas se trouve au cœur du dispositif naval iranien, autour du détroit d'Ormuz. C'est au cœur du dispositif iranien qui protège Ormuz. Donc, en utilisant une arme de surface sans équipage, les États-Unis ouvrent désormais un axe d'attaque directement maritime contre les infrastructures iraniennes. En d'autres termes, ce type d'arme permet à l'Iran, à Washington, de pouvoir atteindre son objectif militaire. Pour eux, ils pourront frapper et atteindre l'objectif, puisqu'ils ont passé près de 2 jours, 3 jours, à frapper sans succès. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les dispositifs sécuritaires iraniens sont enfouis sous le sol et protégés par des bétons armés, avec des sorties de tunnels où les missiles peuvent sortir. Donc, les Iraniens sont prêts depuis fort longtemps. Alors, Washington espère qu'en utilisant cette nouvelle arme, Washington pourrait atteindre son objectif. Tel n'est pas le cas. L'autre raison, c'est que c'est un moyen militaire moins coûteux et sans équipage exposé. Voyez-vous, le Corsair coûte moins d'1 million de dollars, selon le Wall Street Journal. Il peut transporter 1000 livres de charge et parcourir plus de 1000 miles nautiques. Donc s'il est perdu, Washington ne perd aucun pilote ni équipage. Donc le type de drone maritime qu'ils utilisent, c'est moins coûteux par rapport aux autres drones qu'ils utilisent. Mais ils savent bien sûr que quand ils utilisent les autres types de drones, qu'est-ce qui se passe? Quand ils les utilisent, quand ça va, soit l'Iran détruit, ou si l'Iran ne détruit pas, qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran fait descendre tout doucement et l'Iran s'en approprie. Or, ce sont des drones qui coûtent extrêmement cher. Donc, Washington préfère envoyer des drones sans pilote qui coûtent moins cher. Donc, s'ils perdent ça, c'est pas grave. Et avec pour espoir que ces drones sont vraiment compétents. Ces drones pourront faire leur affaire. Alors, pourquoi ils ont choisi l'installation de maintenance? Et c'est particulièrement calculé, hein, choisi de frapper cette installation de maintenance. Vous savez, les armées, les Américains n'ont pas seulement cherché un navire en mer pour frapper. Ils ont frappé une installation qui permet de réparer, de remettre en service des sous-marins et des bâtiments iraniens. Donc, au lieu de viser les navires en mer, ils préfèrent frapper le bâtiment, l'installation de réparation. Si l'installation de réparation est détruite, si le navire tombe en panne, l'Iran ne pourra pas les réparer. Donc ça donne une longueur d'avance sur l'Iran. Donc vous-même vous constatez déjà que Washington est désespéré. C'est un désespoir. Washington cherche à passer par toutes les manières pour pouvoir réussir à dominer l'Iran. Malheureusement, Washington n'arrive pas. Donc, il faut dire clairement que Washington vise la capacité de l'Iran à régénérer sa flotte. La question qui se pose, l'autre question qui se pose, elle est celle de savoir, cette première attaque, est-ce que ça prouve que la nouvelle stratégie américaine contre l'Iran va reposer désormais sur ce type de drones? Ou qu'est-ce que cela révèle concrètement? Premièrement, il faut dire que Washington passe désormais des grandes plateformes. On constate que Washington veut passer des grandes plateformes de lancement à des moyens autonomes, des systèmes autonomes. Lorsque Washington utilise les plateformes du Koweït, ça crée des problèmes au Koweït. Et puis c'est très coûteux.
Utiliser des plateformes en Arabie Saoudite, ça va créer des problèmes à l'Arabie Saoudite. Maintenant, des drones aériens d'une technologie d'intelligence artificielle et permettent d'accélérer l'intégration des moyens sans équipage. Donc, utiliser ces moyens sans équipage, qui sont moins coûteux, leur permettra de mieux frapper et d'atteindre leur objectif selon eux, sans créer des incidents entre l'Iran et les pays hôtes, c'est-à-dire les alliés des États-Unis dans le Golfe. Mais la conclusion, c'est que tout ce scénario démontre que l'Amérique est en train de s'affaiblir, puisque les moyens avec lesquels l'Amérique est venue, l'Amérique a donc été obligée de changer les moyens, de passer à un autre niveau. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une heure de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. Bonjour à tout le monde. Je vous salue où que vous soyez, partout dans ce monde. La une de l'actualité internationale de ce 13 juillet 2026 est marquée par le regain de tensions croissantes du côté du Moyen-Orient. Toute la nuit d'hier, l'Iran ne s'est pas du tout reposé. L'Iran a frappé des bases américaines dans le Golfe Persique, mais plus précisément 2 pays ont été visés et frappés copieusement. Il y a eu des dégâts énormes. Ces 2 pays, c'est Bahreïn et le Koweït. L'Iran, le ciblage que l'Iran a fait sur ces 2 territoires est d'une ampleur sans précédent. C'est une chose qui a fait monter la colère de Donald Trump, qui l'a poussé à faire des déclarations que nous allons voir tout à l'heure. Alors, la riposte lancée par l'Iran est intervenue juste après de nouvelles frappes de la part de Washington. Figurez-vous que Washington a passé toute la nuit aussi en train de bombarder les installations côtières. Washington a pour objectif, disent-ils, d'affaiblir les capacités qui permettent à l'Iran de menacer les navires au détroit d'Ormuz. Donc la bataille tourne autour du détroit d'Ormuz. Alors, ce sont les points faibles du dispositif américain qui sont visés par l'Iran. Et l'Iran a frappé en Jordanie, à Bahreïn, pour une 3e fois dans la nuit d'hier, et au Koweït. À Prince Hassan, ça c'est en Jordanie, Téhéran a envoyé encore des missiles. Il y a eu des frappes contre des réservoirs de carburant, des dépôts de munitions. Si, pour la toute première frappe dans la journée d'hier, 12 juillet 2026, l'Iran a frappé le hangar abritant les drones MQ-9 Reaper, ainsi que les avions de chasse. Par après, l'Iran a frappé encore en Jordanie. Cela n'a pas suffi. Dans la nuit tard, aux environs de 3h, 4h du matin, presque au petit matin, l'Iran a détruit ces dépôts de carburant, ce réservoir de dépôts de carburant et de dépôts de munitions. Ce sont les munitions américaines stockées très loin du territoire iranien qui sont visées et qui sont frappées. De l'autre côté, au Koweït, le corps des gardiens de la révolution affirme avoir frappé les systèmes patriotes à nouveau. Ils avaient déjà été frappés. Un autre lot a été frappé encore copieusement. Dans la première frappe, des missiles et des systèmes patriotes ont été frappés. Et l'Iran est revenu encore à la charge pour essayer de terminer ce que l'armée a commencé, détruire les systèmes patriotes. Et vous connaissez les systèmes patriotes, combien ça coûte? Ça coûte très cher. Le prix n'est pas le problème. Le problème, c'est le temps de production. Ce sont ces systèmes que l'Ukraine n'arrête pas de demander. L'Iran a détruit. Comprenez la colère de Washington. Comprenez cette colère. Parce que ce sont leurs points faibles que l'Iran est en train de viser. Et ce qui surprend, on n'a pas cessé de le dire, l'Iran frappe avec une précision chirurgicale. Ça les étonne. Alors, le corps des gardiens de la révolution affirme avoir frappé les systèmes patriotes et de la base d'Ali al-Salem. Un radar stratégique à Hamad al-Jaber aussi a été frappé et détruit.
Vous avez vu, on parle des radars stratégiques. Ces radars jouent le rôle de surveillance. Ce sont des radars de surveillance, de collecte d'informations. Ce sont ces radars qui transmettent l'information aux différentes sirènes d'alerte lorsque des missiles ou des drones iraniens sont en route pour venir s'aimer la terreur. C'est la raison pour laquelle on l'a constaté hier. Dans la plupart des cas, les sirènes n'ont pas retenti. Les sirènes ont retenti 90 minutes après le déclenchement, l'explosion des bombes. Et donc, à Bahreïn, des installations militaires américaines, liées notamment au dispositif de drones, ont été frappées. Alors, plusieurs de ces destructions ont été faites. Et cette fois-ci, l'Iran semble vouloir frapper pas seulement les bases américaines, comme on l'a constaté depuis hier, 21h GMT. L'Iran frappe les organes qui permettent à Washington de détecter, de défendre et de poursuivre ses opérations. Voici la nouvelle donne. Frapper les organes ou les armements qui permettent à Washington de détecter, de défendre et de poursuivre ses opérations. Donc c'est le nœud même de l'opération militaire américaine qui est visée. Alors, quel est l'impact que l'Iran a pu donner lors de ces frappes? Quel est l'impact réel de ces frappes? Et qui est bien sûr un impact recherché. Lorsque l'Iran frappe simultanément ces installations, il faut préciser que c'était des frappes simultanées dans toutes ces trois villes. Le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Même si pour le Koweït et Bahreïn, les frappes étaient beaucoup plus élevées. Ce que l'Iran recherche, on l'a déjà touché en partie, c'est que c'est pour affaiblir la défense américaine avant les prochaines vagues. C'est ça, son objectif principal. Le corps des gardiens de la révolution a affirmé avoir détruit les moyens patriotes de la base Ali al-Salem. Ces systèmes de défense patriotes permettent d'intercepter les missiles. Donc s'il n'y a plus de système patriote pour intercepter les missiles, s'ils sont détruits, cela donne un avantage spécifique à l'Iran. Si l'Iran frappe, ça va pénétrer de la bonne manière. C'est ce que l'Iran cherche. L'Iran sait, encore une fois, qu'il ne peut pas vaincre Washington. Mais comme je vous l'ai dit hier, l'objectif iranien, c'est de perturber durablement le fonctionnement normal des forces militaires américaines. Donc l'Iran cherche à toucher la logistique qui permet la guerre. Alors, la dernière question qu'on se pose, est-ce que l'Iran est en train d'appliquer un système qui vise vraiment à démanteler les outils essentiels pour la guerre américaine? Et la réponse est déjà oui. Mais est-ce que l'Iran est en train de réussir à le faire? Il y a que, selon le constat, lorsqu'on regarde la logique, le commandement de drones à Bahreïn qui a été détruit, la défense aérienne au Koweït qui a été frappée, les radars stratégiques, les carburants et les munitions en Jordanie, on constate que ce n'est plus la même cible répétée dans 3 pays. Non. Téhéran est en train d'utiliser une méthode que l'Amérique avait imposée. C'est-à-dire, Téhéran répond à la méthode américaine. Une méthode presque symétrique. Autrement dit, Washington frappe les radars côtiers, les défenses aériennes, les capacités de missiles et de drones iraniennes. L'Iran aussi fait la même chose à Washington dans les pays du Golfe. Donc, le conflit atteint un autre niveau. Alors, le vrai danger pour Washington, c'est la dispersion, puisque Washington fait face à plusieurs fronts. Or, l'Iran fait face à un seul front, l'espace côtier du détroit d'Ormuz. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec, bien sûr, de nouvelles informations.